Geoffroy de la Tulée sont deux frères explorateurs animés par une passion commune, l'eau. Pour leur 5e expédition, ils ont choisi de sillonner l'Amérique du Sud en sidecar, à la rencontre des populations locales. En 5 mois, de la ville de Sao Paulo assoiffée à la terre de feu inhabitée, ils ont parcouru plus de 14 000 km motivés par cette question. Notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la nature ? Attends-moi! Ça y est, on vient d'arriver à Sao Paulo, au Brésil. Et on a choisi de débuter notre expédition dans cette ville pour 2 raisons. La première, parce que Sao Paulo, c'est la plus grande mégalopole d'Amérique du Sud, 22 millions d'habitants. Et la deuxième, parce qu'elle symbolise pour nous le paradoxe que le monde moderne demande à l'eau. À la fois d'avoir de l'eau pure dans la durée, et en même temps d'ingérer et de transporter nos déchets. Oui, et surtout la première victime de ce paradoxe, c'est le Rio Tietê, qui traverse la ville et qui s'est transformé en un véritable égout à ciel ouvert. Et ce qui est un peu logique, parce qu'il faut savoir que dans les grandes années, l'agglomération accueillait jusqu'à 500 000 nouveaux arrivants qui allaient principalement se mettre dans des bidonvilles où rien n'était fait pour les accueillir, ni au niveau logement, et surtout pas au niveau de l'accès à l'eau ou de la récupération des eaux usées et à leur retraitement. Résultat, le fleuve aujourd'hui c'est un fleuve mort. En route. Malgré d'interminables tracasseries douanières, nous avons apporté au Brésil nos fidèles sidecars, utilisés lors de notre expédition en Afrique. C'est à leur guidon que nous traversons cette région métropolitaine qui représente un tiers du PIB brésilien. São Paulo est le centre névralgique d'un pays en pleine mutation. Et de ce fait, la ville attire tous les espoirs des régions pauvres. Plus de la moitié des habitants de São Paulo vit dans un habitat précaire et 1 sur 5 dans un bidonville appelé favela par les Brésiliens. Nous avons rendez-vous au sud-est de la ville, à Vila Bela, une importante favela en pleine mutation. Pour éradiquer les maladies liées à la pollution des eaux, la Société des eaux de São Paulo a lancé un projet gigantesque il y a plus de 30 ans. L'accès à l'eau pour tous, la construction d'un réseau d'égouts et l'assainissement des eaux usées. Aqui é a mangueira. Ah, ça, ce sont des branchements légaux ou illégaux? Então ele ligou aqui, mas só puxou o connecté ce bico tuyau para ela. provisoirement pour avoir accès à É l'eau. da rua, não Ce é n'est pas uma vraiment quelque chose de ligação, légal. vamos se dizer, registrada. Et alors ça, c'était comme ça dans tout le quartier avant? Avant, dans le quartier, tout le monde utilisait des tuyaux comme elle. Ça fait seulement 4 ans que nous sommes légalement connectés au réseau d'eau de la ville. Et pourquoi est-ce que pour vous, ça n'a pas été comme pour tout le monde? Pour pouvoir bénéficier légalement de l'eau courante dans ma maison, il faudrait creuser des trous dans la rue et tirer des canalisations jusque chez moi pour pouvoir prendre une douche. Treta habite dans une zone inondable, sur la rivière. Elle n'est donc pas vraiment autorisée à vivre ici et n'a pas bénéficié du récent programme de raccordement. Aïe. Ah ouais. Ah, oh là là, c'est bien décoré ici. Muy lindo. Et alors, après, vous avez une salle de bain là? Et c'est le bagno? Bagnel, je peux voir? Meu nome é Pretinha, Les gens dans la rue m'appellent Pretina, mais mon nom c'est Preta. Je me lève tous les jours à 3 heures. De la manière? Et je pars collecter les déchets avec ma charrette. J'en trouve partout, à chaque coin de rue, là où les gens jettent leurs poubelles. Ah. Je gagne mon argent en ramassant les déchets. Et ça m'a permis de construire ma maison. Une fois que vous avez eu votre toit, qu'est-ce que vous avez cherché à avoir pour votre bien-être? Prendre une douche, pour sentir bon. Même si je ramasse les déchets, j'aime être parfumée.
On ne mérite pas de manquer d'eau. Personne ne mérite de manquer d'eau. Il n'y a pas de plus grande préoccupation que l'eau. Quand tu passes une chose à une autre, tu dois te laver les mains, n'est-ce pas? Quoi que tu fasses, il est toujours question d'eau. Ouais, mais si je la touche là. Voilà. Elle est bien fraîche. Qu'est-ce que les égouts vont changer dans votre vie? Maintenant, les saletés sont encore en surface, mais bientôt, avec les égouts, hop, tout sera caché sous le sol, comme dans la rue. Ça va aussi diminuer la pollution dans la rivière derrière chez moi. Une belle femme comme moi, bien parfumée, travailleuse, à quoi bon me laver aujourd'hui avec toute cette pollution? Cela ne sert à rien. En 100 ans, la population de São Paulo a été multipliée par 100. Le raccordement à l'eau potable et à la collecte des eaux usées n'a pas suivi, condamnant les rivières à la mort et les populations des favelas à la précarité. Comme nous le rappelle Preta, l'accès à l'eau et à l'assainissement apporte santé, sécurité et bien-être, qui sont les prérequis d'un développement social rapide. On est sur le point de quitter Sao Paulo pour rejoindre la BR 364, qui est cette mythique route des fronts pionniers qui va nous emmener vers le Grand Nord brésilien sur plusieurs milliers de kilomètres. Et si on emprunte cette route, c'est pas par hasard. C'est qu'elle cristallise à la fois toutes les utopies du monde moderne et les problématiques du Brésil. Donc c'est à la fois cette quête de nouvelles terres, c'est cette lutte de classe entre les petites et les grandes exploitations, et c'est en même temps une nature qui dit stop au coup de butoir du monde moderne sur un monde sauvage. On va rater l'entrée, je le sens. Tu vois où on est ou pas? C'est là, non? Ah ben c'est là. Ah bah oui, mais bon... j'ai pas vu l'entrée. Je m'en fous que tu vois pas l'entrée. Oh bah il a failli se faire écraser le pauvre. Bah, j'avais pas vu que t'avais une bagnole derrière toi. C'est pas la bagnole, j'étais à 1 mètre de toi. Ah bah. Pas ton clignotant. Rouler pendant des heures sur des sidecars peu confortables génère parfois des tensions très facilement exacerbées parce que nous sommes frères. Nous arrivons sur le site de Brotas où cohabitent 2 usines. L'une transformant la canne en bioéthanol et en sucre, l'autre récupérant les déchets de sa voisine pour produire de l'énergie. C'est la cogénération. Ça y est, on est dans le site de cogénération d'énergie. Et il y a une petite odeur de... C'est quoi Loïc, l'odeur derrière? On a l'impression d'être dans une énorme pâtisserie tellement ça sent bon. Bah ouais, ça doit être l'odeur de sucre, de la canne à sucre. Tout ce qui est marron, on l'a déjà récolté. Tout ce que vous voyez là, qui ressemble à une mer verte, ce sont des plantations de canne à sucre. Les camions arrivent là, vous voyez? La canne à sucre entre dans la meunerie, elle se fait moudre en 5 étapes. Après, le jus de la canne est transformé en bioéthanol et en sucre. À la fin, il reste la bagasse. La bagasse arrive sur ce tapis roulant et elle alimente les chaudières. La vapeur à basse pression passe par ce gros tuyau ici. Et donc l'énergie retourne ensuite à l'usine de canne à sucre? C'est ça, tout à fait. En faisant de la cogénération, on utilise mieux l'énergie contenue dans les plantes. Donc ton métier, ça consiste à rendre ce process industriel fiable et durable pour concurrencer le pétrole et le gaz? Tout à fait. Nous essayons de démontrer aux autres que l'on peut produire de l'énergie de façon fiable et durable à partir de la bagasse. C'est notre intention.
Et surtout, ça doit être pas cher. Aujourd'hui, il faut que le durable soit compétitif. Ici, nous avons le début et la fin du process. En fait, le commencement, c'est la bagasse qu'on brûle dans les chaudières. Ici, je lave les fumées dans ces épurateurs laveurs. Ensuite, je me débarrasse de la saleté de l'eau, puis l'eau retourne pour laver la fumée. Et où vont les cendres? Les cendres retournent au champ. On les utilise dans les champs en tant que fertilisant. Tout retourne au champ. La canne à sucre est une solution. Une des solutions que l'on envisage aujourd'hui pour tenter de limiter l'effet de serre. Finalement, l'émission de CO2 qui sort de la cheminée derrière nous retourne dans les champs de canne à sucre et contribue à la photosynthèse. Peut-on dire que ce que nous faisons aujourd'hui avec la cogénération est mieux qu'avant? C'est mieux qu'avant. Mais peut-être que dans 10 ans, on dira que ce n'est plus bon alors. Peut-être que dans 10 ans, ce ne sera plus bon. Parce que la biomasse, aujourd'hui, est la forme la plus simple que nous ayons trouvée pour récupérer l'énergie du soleil. Dans le futur, peut-être, avec le développement de la technologie solaire, par exemple, il est possible qu'on n'ait plus ces énormes plantations de canne à sucre et qu'on puisse les utiliser à d'autres fins. Mais pourquoi pas envisager la reforestation? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Moi non plus. T'as l'impression d'être sur un énorme matelas, c'est drôle. Là, t'as des tonnes de bagasse. C'est génial de pouvoir en faire de l'énergie. La solution du bioéthanol d'origine agricole n'est pas neutre. Comme toute action, elle a un impact qui peut modifier un équilibre. Il est donc important de continuer à innover pour limiter notre impact, et notamment nos déchets, qu'on peut par exemple transformer en énergie grâce à la cogénération. Si tu cherches, tant qu'on est dans la famille de la canne à sucre, pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas la récolte? Je me dis que ça doit être des machines assez impressionnantes, non? Qu'est-ce que t'en penses? On va jusqu'au bout du truc ou pas? Jusqu'au bout de quoi? D'aller chercher ces cannes à sucre? Cette récolte de canne à sucre? Ah oui, c'est super, mais j'ai un peu faim. On mangera après la canne à sucre. C'est toi qui n'as pas voulu bouffer au resto. Bah on fera après la canne à sucre. Alors. Quoi, il est quelle heure là? J'ai jamais faim de toute façon, c'est toi qui as toujours faim. Il est quelle heure? Il doit être 5h30. C'est déjà nuit? Bon, c'est un peu rude de faire ça la nuit, mais bon, les gens qu'on va voir, ils travaillent toute la nuit aussi, alors ça prouvera que c'est une industrie qui tourne 24 heures sur 24. Ça, c'est le camion typique qui transporte de la canne à sucre depuis le champ jusqu'à l'usine. Il fait 30 mètres de long. C'est énorme, hein. Ça fait un peu machine de science-fiction avec des énormes dents là. Não necessita de bottes? Non, je travaille en chaussettes, c'est plus confortable. Je suis en mode automatique. Ah, c'est automatique. Oui, c'est complètement automatique. Avec un GPS? Oui, c'est ça, il y a un GPS installé là-dessus. Lorsque tu es en ligne droite, tu programmes la machine et elle travaille toute seule.
T'es tranquille. Bon, alors, il est 19h30 ou 19h50. Geoffroy est parti dans une moissonneuse. Nous, on était ici au début, et puis il est parti vers là-bas. Et ça fait au moins une demi-heure qu'il est parti, il ne revient pas. Mais c'est vraiment loin. Pas trop envie d'aller là-bas pour rien. En gros, on a perdu Geoffroy, quoi. Pas dramatique, hein. On a à manger, la canne à sucre, tout autour de nous. Mais j'ai quand même un petit peu faim parce qu'on n'a pas mangé de la journée. Et cette machine, elle coûte combien? Son prix, ça vaut 1,3 million. En dollars, ça vaut à peu près 600 000 $. C'est comme une Ferrari. Oui, exactement. Ici, on plaisante en disant qu'on travaille sur une Ferrari. C'est super impressionnant parce que la machine avale littéralement la canne à sucre et elle ressort ensuite derrière dans le camion haché pour aller à l'usine. Regarde, une autre machine arrive. En éteignant, on peut la voir. Je crois que Geoffroy est dans le camion qui arrive là. Et puis là, il n'y a carrément plus de lumière. Aqui, esse aqui é o terreno Tu vois, ça c'est le terrain de l'usine. Feito Sur un gráfico, plan, né? bien évidemment. Então são as Et là, fazendas que ce a sont les usina fazendas tem. de l'usine. Et c'est quoi la superficie? Olha, L'année a dernière, última, o quand ano, je suis o arrivé primeiro ano ici, que eu dans vim ma pra première cá, année, na il y verdade, avait ela en tinha tout plus 6.000 de e 6 poucas 000 hectares de hectares canne pour cana l'usine. plantada ela tinha. Et comment est-ce Et qu'elle ta fazenda, elle est grande fazenda comment? Au total, 384,11 hectares. Ponto 11, aqui, ó. Et quanto tempo Et il te faut combien de temps pour tirar ela? Pour tout Mas assim, finir, se tudo correr bem, com as 6 máquinas trabalhando, si tout se caminhão passe bien, avec les 6 machines en route, ça prend entre 30 et 45 jours, si ça ne traîne pas trop. 45, se não enrolar muito. 45 dias. 30 jours? 30 dias. 30 jours. Na verdade, essas máquinas En fait, aqui ces tiram machines 100 remplacent portadores 100 de cana travailleurs. cada máquina. Então, são 6 máquinas, Avec mais ou ces menos 6 600 machines, pessoas ils ont aqui no supprimé campo. 600 postes à la Por um lado é campagne. bom, para eles que fica D'un mais côté, c'est econômico, bien, vai pro lado c'est que as plus économique pessoas pour que eux, perdem o emprego mais fica pour ceux qui difícil, né? perdent Fica leur complicado travail, já, né? c'est plus difficile. Là, il y a 3 moissonneuses, quoi, direct. Impressionnant ces machines. Je crois que Geoffroy est arrivé. Waouh! Ébouriffant! Ah, je suis dégoûté parce que je crois qu'il m'avait proposé de conduire mais j'ai rien compris. Et lui il fait le malin hein, maintenant. Ah, multiplicado. Merci pour tout, Jao. Bon voyage. On est entre Porto Velho et Rio Branco. Et là, il y a plein de camions parce qu'on arrive à un endroit où on doit traverser le Rio Madeira. Et on doit prendre une barge pour ça. T'as pas l'impression d'être passé devant tout le monde? Non, absolument pas. Nous sommes déjà à 3200 km de São Paulo, sur le plus gros affluent de l'Amazone. Le Rio Madeira tient son nom des milliers de troncs d'arbres charriés dans son courant et qui sont arrachés à la forêt amazonienne, ou du moins à ce qu'il en reste. Nous nous dirigeons vers le très controversé barrage de Jirau, voulu par le président Lula, à la recherche d'énergie dite propre pour le Brésil.
c'est pas mal, on est en voiture, donc on a de l'air frais. Et c'est dommage parce qu'on aime bien être sur nos motos. On aurait aimé se promener dans le site sur lequel on rentre, qui est le site de l'usine hydroélectrique de Giraud. Et en fait, c'est un site qui est en construction. Il y a évidemment énormément d'entreprises différentes qui travaillent ici. Donc au niveau de la sécurité, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on n'a pas pu rentrer avec nos motos. 80% de la production électrique du Brésil est faite grâce à l'hydroélectricité. Et donc c'est un sujet très important pour le pays. Et on le sait, au niveau mondial, il est extrêmement controversé parce que ce sont toujours des sujets pharaoniques avec des impacts évidemment qui sont très importants, tant sociaux que environnementaux. Ça vibre. Une fois bougé. Non mais moi je craindrais que ça explose. Essa barragem é uma barragem relativement bas, chamado aproveitamento ao fio d'água praticamente. Traz como consequência uma menor produção de energia porque não há acúmulo de água para poder gerar energia no período de estiagem, como eram feitas tradicionalmente as barragens clássicas mais altas acumulando água. Mais sachant que le Brésil est un pays qui a un besoin d'énergie énorme, pourquoi avoir choisi un barrage comme ça? Essentiellement pour générer moins d'impacts environnementaux. On a cherché une solution qui inondait un minimum de forêt tout en générant de l'énergie électrique en quantité intéressante pour le pays. Mais alors qui va bénéficier de l'énergie produite ici? L'énergie produite ici rentre dans le réseau électrique national. 10 millions de ménages pourraient être desservis par cette énergie. La moitié de São Paulo. La moitié de São Paulo. C'est important quand même. Alors je sais que le Brésil a déjà 80% de son énergie électrique qui est produite par des barrages. Pourquoi avoir construit un nouveau barrage au lieu de se tourner vers des nouvelles énergies? Ici au Brésil, on construit de plus en plus de centrales éoliennes. Il y a aussi des subventions pour le développement de l'énergie solaire. Mais la production générée reste marginale par rapport à la demande brésilienne. Ce barrage produit 3750 MW. Produire l'équivalent avec ces alternatives énergétiques me semble difficile dans l'état actuel des choses. Et l'éthanol? L'éthanol, la quantité de terre qu'il faudrait utiliser pour produire de l'éthanol, c'est-à-dire de l'énergie, est beaucoup plus importante que la surface de terre que l'on perd à cause de ce barrage pour produire la même quantité d'électricité. En plus, la terre que l'on gagne sur la forêt, on en a besoin pour produire des aliments. Les énergies propres, ouvertes, mises en place par le Brésil pour faire face à l'augmentation de la demande, ne signifient pas énergie sans impact social ou environnemental. Que ce soit les barrages ou les biocarburants, tous bousculent des équilibres parfois encore méconnus. Depuis notre départ, nous avons vu qu'une révolution énergétique est en marche pour limiter l'effet de serre. Pleine de promesses, elle ne pourra pas se penser sans la ressource en eau, qui est la pièce maîtresse de notre environnement naturel, de nos villes et de tout processus industriel ou agricole. Qu'est-ce que tu fous? J'ai pété l'amortisseur. C'est fort ça quand même. Pas de peau, ouais, juste avant la frontière de la Bolivie. Faut faire combien de kilomètres sans amortisseur? Moi j'ai toujours dit que ça servait à rien. Vous savez comment ça s'est pété? Quelle merde. Bon, le seul truc c'est qu'on doit être dans une semaine au Colruyt et que là on a les Andes à monter. Mais si jamais la route est pourrie, on l'a dans l'os. On est déjà à un peu plus de 4000 mètres d'altitude
et j'avance plus. Moi ça fume beaucoup, ça chauffe. Je viens de péter le câble de mes freins en pleine montagne. Super. C'est vraiment l'endroit où tu veux péter ton frein. J'ai plus de ville. Et merde! Tomber dans les pommes. Là en bas on voit le chemin de bar, prennent les chevaux. Heureusement on a pu décharger une partie de notre matériel, mais on a bien encore 10-12 kilos là. On est parti avant eux, mais là, faut suivre. Cours comme des chèvres, les mecs. J'assure un max. Nous avons quitté le petit village de Mawayani il y a 2 heures pour participer pendant 3 jours au pèlerinage des glaces. Nous voulons parler de la disparition des glaciers avec les populations locales. Là, sur toute la montée, en fait, il y a des stations, comme si c'était un chemin de croix. Donc jusqu'à 4800 mètres d'altitude. Bienvenue. Bienvenue dans notre confrérie. Après avoir expié nos fautes, nous sommes intronisés dans la confrérie d'Adolfo pour faire le pèlerinage du Koiloriti, mot qui signifie les neiges resplendissantes. Plus de 400 confréries venant de tout le Pérou se retrouvent tous les ans en haut d'une vallée où le Christ serait apparu à un berger au XVIIIe siècle. On a des têtes qui font boum boum. On est arrivé, on a une place pour notre tente, à côté de comédiens qui viennent de Pérou et du Chili. De quel pays êtes-vous? De France. Nous venons d'Andahuaylas et Apurimac. Mon espagnol n'est pas terrible. Celui de mon frère est bien meilleur, mais il a le mal d'altitude. Il a besoin d'un thé de Munia. Ça devrait l'apaiser. C'est une plante contre le mal d'altitude. Vous êtes venu combien de fois ici? Moi, c'est la 8e fois que je viens ici. 8 fois. Et vous avez remarqué un changement dans la nature? Ils disent qu'avant, le glacier descendait jusqu'à l'église. Mais regarde maintenant, il est en train de disparaître. Ce n'est plus comme avant, c'est à cause de la pollution qu'il disparaît. Et ce que nous enseigne la Sainte Bible est en train de s'accomplir. Chacun de nous sera sauvé seulement si nous changeons notre manière d'être. On y va. Merci pour cette discussion. À très bientôt et encore merci. Ouais, ils sont sympas. Ouais, j'ai mal de tête. Nous sommes à 4875 mètres d'altitude. Les feuilles de coca que nous mâchons comme tout le monde ne calment ni la tachycardie ni nos maux de tête. Le pèlerinage du Koiloriti nous intéresse particulièrement pour la montée au glacier sacré, exclusivement réservé à quelques initiés. Ce pèlerinage ancestral est le fruit d'un syncrétisme entre animisme et religion catholique. On y mélange vénération des cimes, appelée Apus en quechua, et vénération du Christ, le Seigneur de Koiloriti. Derrière le chaos apparent de cet événement inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, existe une organisation incroyable pour nourrir, héberger et assurer la sécurité de 90 000 pèlerins, défilant pendant 3 jours dans le sanctuaire. Je suis à l'intérieur du temple, viennent se prosterner toutes les confréries devant le Seigneur de Koiloriti. À la pleine lune, les Hucucos gravissent les pentes abruptes de la vallée glaciaire, emportant avec eux une croix processionnelle.
Nous avons réussi, non sans peine, à être acceptés par les Ukukos de la nation Kispikanchi. Il y a quelques années, ils montaient surtout chercher de la glace, considérée comme sacrée. Ils la rapportaient dans leur village pour guérir les hommes et fertiliser les sols. Aujourd'hui, préoccupés par la fonte des glaciers, ils ont dû abandonner cette partie du rite. Et là, on est au point du jour, on voit le campement en bas, là. Et c'est donc l'heure la plus froide. Comment vous sentez-vous en ce jour de fête? Très exalté. La tristesse nous vient petit à petit. Parce que notre Colquepunku se va. Il s'en va. Un jour, tout d'un coup, nous ne l'aurons plus. Et ce sera beaucoup plus douloureux. Il y a 10 ans, il était où? Il y a 10 ans, il était au niveau du monticule. Et il y a 20 ans? Oui, beaucoup plus bas. C'est si rapide. Oui, c'est très rapide. Il y a 10-15 ans, il était en bas. Regarde comme il a reculé. Et un jour, il va disparaître. Ce sera terminé, et ceux qui en souffriront, ce seront les villages de la vallée. Vous sentez-vous impuissant face à ces changements? Si on parle socialement, on est impuissant. Le changement, vous l'avez vu, c'est le changement provoqué par le réchauffement climatique. Autant ici, sur le glacier, Colquepunku qu'ailleurs. Mais l'évolution la plus chaotique a été l'arrivée des déchets solides. Les déchets solides et surtout les bouteilles jetables. Ça nous est arrivé à nous aussi, même au village le plus éloigné, le plus reculé du Pérou. Inclusive hasta el pueblo más lejano y al recóndito pueblo digamos del Perú. Aujourd'hui, que vend-on? Beaucoup de jetables. Et le jetable, c'est pour que tu puisses le jeter, consommer le produit et le jeter. Et en fonction du nombre de pèlerins qui viennent, les résidus s'accumulent en grande quantité. Nous, les humains, nous sommes ceux qui sont en train de détruire notre planète Terre. Et nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. La seule chose que nous voulons, c'est vivre ensemble, partager sans altérer nos traditions. Et nous, les coutumes que nous avons ici, nous allons les transmettre à nos enfants. Et nos enfants les transmettront à leurs enfants. Et ça, je pense que ça ne va jamais disparaître. La foi catholique est forte. Et notre Seigneur Nicolioriti, il va se perpétuer. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Dans cette région reculée du Pérou, les changements climatiques et la pollution sont particulièrement tangibles et leurs causes identifiées. Mais ici, comme chez nous, prédomine l'immobilisme. Nous nous sentons impuissants et bien heureux de l'être, comme envoûtés par notre vie quotidienne de consommateurs. De qui doit venir l'impulsion du changement? Attendons-nous le Christ en culotte courte? On est fiers d'avoir terminé le Koliuriti, donc le pèlerinage des glaces, qui a été un moment 3 jours très intense, très fatigant, et qui marque notre entrée dans la deuxième partie de notre documentaire. Et ça donne un avant-goût de ce qu'on vient rencontrer ici au Pérou et en Bolivie. On cherche à rencontrer les sociétés traditionnelles, comprendre quelles sont leurs difficultés d'intégrer le monde moderne dans un environnement déjà dégradé, et savoir ce qu'elles peuvent nous apporter à nous autres. Nous autres quoi? Hommes de ce monde. Nous sommes en plein cœur des Andes péruviennes, à 5000 km de São Paulo que nous avons quitté il y a un mois. Nous voulons comprendre les mutations qui affectent la paysannerie traditionnelle. Nous cherchons des agriculteurs qui cultivent des pommes de terre. Originaire des Andes péruviennes, c'est l'un des aliments les plus répandus au monde. Paysage de ouf! Et on essaye d'aller rencontrer des fermiers, des paysans. Et voir un petit peu leur mode de vie. Attends-moi!
récolter la patate là-haut. Pourtant on est à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc leur champ s'étage jusqu'au sommet de la montagne. C'est par là le petit village, Chocococha. Et c'est pas pour me tuer ça. Non, c'est pour couper le quinoa. Cultivé depuis plus de 5000 ans dans les Andes, le quinoa est une pseudo-céréale de la même famille que les épinards. Ces 40 dernières années, les pays industrialisés ont découvert que cette graine couvre une bonne partie de nos besoins nutritionnels, ce qui a fortement augmenté son prix et sa production. C'est comme le riz. Tu vois qu'on avait fait ça en Chine. Ça fait combien de temps que vous plantez du quinoa ici? Ici, ça fait 2 ans maintenant, 2 saisons déjà. Et après? On plantera de la pomme de terre. Il y a 3-4 ans, on cultivait de petites quantités de quinoa, seulement pour notre alimentation. Mais comme le prix a augmenté, on en sème beaucoup. Pourquoi vous ne faites plus de patates ici? La production est basse à cause du prix de vente. Donc c'est mieux de faire du quinoa? Oui, c'est mieux. Maintenant, le quinoa est à 2,50 € le kilo. 2,50 €. Et la papa? Et la pomme de terre? La pomme de terre est à 10 centimes d'euros. La première qualité est à 10 centimes. Vous irriguez ici? Non, et comme il n'a pas neigé en altitude, il n'y a pas d'eau. Ici, nous cultivons avec la pluie. Nous n'irriguons pas. On cultive avec la pluie, c'est tout. Cette année est plus sèche que les autres? Oui, en ce moment, c'est sec. Et la año antes? Et l'année précédente? Pareil. Ça a le goût du sésame, j'ai l'impression. Et c'est beau la quinoa parce que ça peut être rouge, jaune. Là on le voit dans les autres champs. On le voit pas rouge, violet, ouais, ça a plein de couleurs différentes. C'est magnifique. Orange. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Mon déjeuner est enterré ici. C'est ici qu'on va déjeuner. Dans le sol, il y a quoi? Pachamanca. Je connais pas. Ce sont des pommes de terre et des fèves cuites dans la pierre. C'est ce qu'on appelle la pachamanca. Et c'est bon? Ce sont des pierres spéciales? Non, n'importe quelle pierre. C'est sucré. Bien sûr. Ça se mange avec la peau. Ça, c'est de la pomme de terre andine. Nous autres, c'est ce que nous mangeons. Tous les jours? Tous les jours. Avant, on ne cultivait pas autant. C'était de très petites quantités. Nos parents ne cultivaient que pour se nourrir. Tandis que nous, on cultive pour vendre. Ce qu'il y a dans les sacs, c'est pour le commerce. Et donc, je peux économiser pour m'acheter une moto bien meilleure que la tienne. Tu penses que c'est bien? Oui. Tu penses que la terre peut supporter ça? Plus tant que ça, mais je vais aller à un autre endroit. Je ne serai plus ici, je vais sur la côte. Je sortirai l'eau du sous-sol. Ça, c'est mon idée. Mais ce sont des terres dans le désert? Oui, bien sûr. J'achète un générateur et c'est bon. Si, mais l'eau là-bas, elle est limitée. Clairement. Sinon, j'irai dans le jungle. C'est ça ton rêve? C'est ça mon rêve. C'est délicieux. Qui a cuisiné? La dame là. C'est ta femme? Oui, c'est mon épouse. Non, sa bonne à tout faire. Vous voulez venir avec nous? Que vont devenir mes enfants si je m'en vais? Elle a 14 enfants. 14 enfants. Mangez. Mais tu aimes la vie ici, non? Oui, en ville, on mourrait de faim. À la campagne, tu es plus heureux.
En ville, quand tu rentres dans une rôtisserie, tout est joli dedans. Les tables sont bien propres. Mais au final, tu ne manges que des hormones. Nous, on mange de l'orge, des fèves, des pommes de terre. De la pomme de terre séchée. Mangez donc. Si vous ne mangez pas suffisamment, vous ne serez bon à rien. Je vais prier le bon Dieu maintenant. Mon Dieu bien-aimé, Père miséricordieux, merci Seigneur bien-aimé, merci Papa. Garde tes enfants, Père bien-aimé, Papa bien-aimé, Seigneur mon Dieu. Je suis juste devant toi pour te faire une demande. Comme ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, je te supplie, ô Seigneur, que tu te penches sur moi pour m'écouter, Papa. Garde ici tes 3 fils qui viennent de France, protège-les, prends-en soin et veille sur nous tous. Merci pour ce cadeau de la Providence. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à Dieu. Même s'ils sont attirés par la modernité, ces agriculteurs craignent ses défauts et n'oublient jamais d'exprimer avec humilité leur reconnaissance pour ce qu'ils reçoivent. Tada! On est 200 km au-dessus de Lima. Alors ça, c'est pas Lima évidemment, c'est Caral, c'est la cité sacrée de Caral, qui est une cité d'une civilisation qui a 5000 ans, qui est la plus vieille civilisation d'Amérique et qui a été découverte il y a 20 ans par la docteure Shadi, qu'on va rencontrer tout à l'heure. L'idée, c'est d'essayer de comprendre si à l'époque, ils faisaient mieux pour gérer tout ce que nous, on n'arrive pas à gérer, à savoir l'énergie, les déchets, l'intégration dans l'environnement, la disparité entre les riches et les pauvres. En fait, tu veux un peu opposer la ville de São Paulo qu'on a vue au Brésil avec une ville qui a 5000 ans. L'opposer ou essayer de comprendre qu'est-ce qui allait peut-être à l'époque et qui ne va plus aujourd'hui. Nous avons la chance de pouvoir rencontrer Ruth Shadi, véritable star dans son pays pour avoir exhumé cette cité contemporaine des pyramides d'Égypte, qui comptait 3000 habitants. Archéologue impliquée, elle œuvre sans relâche hors du site pour redonner vie et développer les communautés rurales de la vallée. Pour moi qui vis ici au Pérou, cet endroit est très intéressant. Parce que les défis pour pouvoir vivre sur ce territoire étaient immenses. Regarde la cordillère. Elle occupe 31% du territoire péruvien et ce n'est que de la roche. Les ancêtres ont su transformer toute la partie supérieure de la cordillère en jardins suspendus. C'est un défi immense. Ils n'auraient pas pu le faire individuellement. Ils ont dû s'organiser. On a constaté que les villes n'ont pas été construites sur la vallée, réservée pour la production, mais sur des terres non cultivables, comme celle-ci. Ils ne considéraient pas les ressources naturelles comme de simples objets de consommation, mais comme des êtres sensibles qui répondent à la manière dont l'homme les traite. C'est pourquoi ils faisaient périodiquement des cérémonies pour remercier la terre de l'abondance nécessaire à leur vie. Por haberles dado la producción de la cual ellos vivían. Tuvo mucho prestigio, Caral. Caral a eu énormément de rayonnement. Mais alors, comment se fait-il qu'ils aient disparu? L'hypothèse sur laquelle nous travaillons actuellement est celle d'un changement climatique naturel autour de l'an 1900 avant Jésus-Christ, qui a commencé par des mouvements sismiques divers, et ensuite une fonte rapide des glaciers provoquant des coulées de boue et des glissements de terrain. Les rivières ont commencé à s'assécher, de même que les nappes phréatiques. Et cette sécheresse a perduré entre 60 et 130 ans.
Entonces yo creo que ese también es un mensaje de esta Je pense que c'est un des messages de cette civilisation pour nous qui ne nous intéressons qu'au bénéfice individuel et à l'économie. Lo económico y no estamos cuidando Nous ne voyons plus notre el medio environnement, ambiente, no nous ne estamos voyons plus viendo la la nature ni les naturaleza y autres no êtres humains estamos avec viendo a lesquels los nous otros seres partageons la humanos planète. con los cuales compartimos el planeta. Nos consideramos los Nous nous reyes. prenons pour les rois du monde, Cuando hemos llegado tarde, alors que nous sommes arrivés después tard que otras après bien d'autres especies espèces qui ya l'habitaient lo déjà. habitaban. Y ahora nosotros Et maintenant, nous décidons quelles decidimos espèces qué doivent rester especies et quedan y qué lesquelles doivent especies disparaître. desaparecemos. Y nosotros rompemos el Nous rompons equilibrio l'équilibre que la que el Terre planeta doit debe avoir pour tener que nous para que puissions y vivre encore continuemos longtemps. viviendo en él por mucho tiempo más. Yo, esa es mi visión. C'est ma después façon de de la voir les vida choses que he après toutes les tenido, y me découvertes que j'ai pu preocupa faire. por las generaciones de Je suis très ustedes y de inquiète los pour votre génération más et celle jóvenes des que plus jeunes vienen, qui arrivent. porque qué planeta Quelle les planète estamos allons-nous leur laisser en dejando si héritage nosotros hasta ahora no nos si nous ne damos prenons pas en cuenta compte les de los problèmes problemas que que nous estamos créons. creando. Rousse Chadi nous rappelle que nos ancêtres avaient un rapport à la Terre tout à fait différent du nôtre. Ils éprouvaient respect et gratitude, alors que nous avons tendance à la regarder comme un bien de consommation. Forts de notre science, nous cherchons à la maîtriser et oublions que nous devons collaborer avec elle. Ceci est particulièrement vrai en ville, où nous sommes coupés de la nature au point d'ignorer d'où viennent nos vêtements, notre nourriture, notre énergie, notre eau et où vont nos déchets. Lima, c'est une ville de plus de 9 millions d'habitants qui regroupe 30% de la population péruvienne. Ça change tellement des hauts plateaux. Le fossé est colossal. Nous ne faisons que traverser Lima pour nous diriger vers Pisco, où nous voulons rencontrer des petits pêcheurs. Nous avons 240 km à parcourir sur la mythique panaméricaine. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que c'est? Il est marrant ce panneau, tu trouves pas? Là on est sur la panaméricaine, on descend vers Pisco, on continue notre route vers la Bolivie et on tombe sur un panneau qui est pas comme les autres et qui visiblement produit de l'eau. Je crois que ça marche comme les filets capteurs de brouillard, sauf qu'il y aura un moteur condensateur. Vu le câble électrique qui monte, à mon avis, il doit y avoir un... Je vois pas de filet, mais il doit y avoir un truc... comment on appelle ça? Une climatisation, quoi. Tu vois, un déshumidificateur. Ouais, ça coule, ça coule, ça coule. C'est de l'eau potable. Ça fonctionne? Buenas. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo estás? Comment allez-vous? Bien. ¿Cómo estás? Hola. Bonjour. Coucou. Bonjour. ¿De dónde viene esta agua? D'où vient cette eau? Elle vient de là, des nuages. ¿Y buena? Elle est bonne? Oui, c'est une très belle eau, très agréable. Je la bois sans la bouillir et ça ne me fait aucun mal. Dans les villages, vous n'avez pas l'eau de la commune? Non, ici il n'y a pas l'eau de la commune. Il n'y en a pas. Elle est mauvaise. Polluée? Contaminada. Oui, elle est polluée, alors que l'eau d'ici est belle et propre. Il y a un produit chimique dedans, nous a dit le monsieur, pour qu'elle soit bien belle. Comme ça, je peux la boire tranquillement, ça ne me fait aucun mal. Qué bueno. Ouais. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Bah, c'est pas mal comme concept, c'est ingénieux parce que finalement un panneau publicitaire c'est laid. Mais là, comme ça distribue de l'eau, c'est déjà un peu mieux. L'idée de donner un sens à un panneau publicitaire est séduisante mais risquée. En effet, l'organisme qui distribue l'eau est responsable de sa potabilité dans la durée.
De plus, dans le cas précis des bidonvilles, apporter de l'eau de manière légale aux habitants signifie légaliser leur habitat, ce qui ne plaît pas toujours aux propriétaires dont les terrains sont occupés. C'est que ça, quoi. Or, argent, zinc, étain, plomb, cuivre, le sous-sol bolivien est un des plus riches du continent. La majorité des mines se concentre sur l'Altiplano, grande plaine de 120 000 km² perchée à plus de 3600 mètres d'altitude. L'Altiplano est endoréique, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une immense baignoire, sans autre exutoire que l'évaporation ou l'infiltration. Au nord de cette grande plaine se trouve le lac Titicaca, dont le trop-plein se jette vers le sud dans le lac Uru-Uru, puis dans le lac Popo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Je récupère du minerai. Mais lequel? Ici, c'est de l'étain. Et il vient d'où cet étain? De la mine de Huanuni. Parce que là-haut, ils perdent de l'étain? Oui, ils en perdent. Lors de l'extraction du minerai, au moment du lavage, l'étain léger s'échappe. Et il part directement à la rivière? Avec la saison des pluies, l'étain descend jusqu'ici et on le récupère. Est-ce qu'on peut en voir ici? Oui, on peut en voir, mais qui va battre alors? Tu le remues toi? Tu le remues et moi je te montre. Allez. Oui, d'accord. Ah oui, il en fout pas une. Il faut faire comme ça, tout doucement. Doucement. Tu vois l'étain? Wow, incroyable. Eso es tierra. Ça, c'est de la terre. Oui, Et de la terre. ça, c'est de l'étain pur. De l'étain pur. Antes de la minería, Avant la mine, il y avait déjà de l'étain dans la rivière? El río ou non? Non. Tout vient de l'activité minière. Oui, tout. Porque toda ese Avant, sector toute era cette zone, c'était sembrario, des pues. champs. Vraiment? En serio? Sembrario. On produisait des salades, des fèves, des betteraves, etc. Aujourd'hui, tu ne peux plus semer ici. Rien ne pousse. La terre n'est plus bonne à rien. Regarde ces traces jaunes. C'est la pollution causée par les acides xanthiques. Ils sèchent avec le soleil et ils deviennent jaunes. C'est du soufre, non? Ouais, ils rendent toute l'eau comme ça. Elle est pleine d'acide, pleine d'acide. Es una contaminación. C'est une pollution. Ouais, c'est une pollution très très grave. Est-ce que tu penses qu'on peut changer la façon d'exploiter la mine? Il faut arrêter de l'exploiter. Dejarla. Fermer? Cerrarla. Oui, la fermer. Aujourd'hui, dans la mine de Huanuni, il y a presque 5500 travailleurs. Tant que ça. De quoi vivraient ces gens s'il n'y avait pas l'étain? En creusant des galeries pour extraire des minerais, le mineur fait entrer de l'oxygène dans le sol. Il rencontre aussi de l'eau. L'eau et l'oxygène provoquent l'oxydation de roches riches en sulfure et forment ainsi de l'acide sulfurique. Cet acide dévastateur dissout les métaux lourds naturellement présents dans la roche. Malheureusement, cette eau acide doit être évacuée de la mine pour permettre son exploitation. On continue sur notre filon, on vient d'arriver à Huanuni, qui est le bastion de l'étain dans la province de Oruro, et on est ici pour rencontrer le professeur Gerardo Zamora. Elle est chargée l'eau. Pour comprendre un petit peu cette dualité qui peut exister entre d'un côté les minerais et de l'autre l'eau. Dans cette mine, l'eau est surtout utilisée pour laver le minerai et le débarrasser des éléments plus légers. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Ce lien très fort qui existe entre l'eau et l'activité minière peut-il être dangereux? Sí, definitivamente. Oui, totalement. En la medida que Dans la una mesure où une operación activité minera minière rejette ses déchets sans desecha respecter les sus normes en residuos vigueur, sin elle produit cumplir un las énorme normativas impact ambientales environnemental vigentes, qui ensuite obviamente portera está préjudice generando à un la enorme qualité de impacto vie des ambiental que communautés. va a impactar a la calidad de vida de las comunidades. Una Une operación exploitation minera, minière comme celle de en este caso la Huanuni operación de utilise Huanuni, une technologie tiene archaïque.
una tecnología que es muy antigua, lo que hace de que apenas se pueda recuperar entre el 60 y 65% de estaño. Lo que implica que la diferencia, es decir, de 30 a 35% de estaño, esté yendo a parar prácticamente a todo el río, que están yendo finalmente a parar al lago. Al lago Popo. Hace mucho tiempo que el ser humano utiliza los metales, por ejemplo. Porque hoy tenemos que poner normas para proteger el medio ambiente. Es que el problema es de que el avance tecnológico ha permitido mostrarnos de que concentraciones tan pequeñas de metales pesados, por ejemplo, disueltos, como es el caso del mercurio, son altamente tóxicos para la humanidad. De que nos importaba el desarrollo. Y ahora recién nos damos cuenta con la nueva tecnología que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Y es por eso que la minería tiene un cambio a nivel internacional. Porque lo que se está haciendo es destruir el futuro de las nuevas generaciones, que no van a tener la misma posibilidad de explotar un recurso o de utilizar el agua que prácticamente ya ha sido contaminado por la generación anterior. Porque una vez que está contaminado no se puede recuperar. Es muy difícil llevar adelante procesos de limpieza, especialmente cuando se tiene, por ejemplo, aguas altamente contaminadas con metales pesados. Entonces creo que es importante que se tomen decisiones políticas muy rígidas en cuanto, por ejemplo, en este caso, a la operación minera de Guanuni, para que tenga un sitio final de disposición de residuos. Pero eso tiene un precio. Y yo como consumidor no quiero pagar. Sí, pero mi celular lo quiero pagar lo más barato posible. Sí, definitivamente se da eso también. Pero sin embargo es importante que la operación minera pueda internalizar los costos de tratamiento, porque claro, puede disminuir sus costos al contaminar, pero obviamente la idea no es esa. Alors c'est un problème social, environnemental et économique. Y économico. Exactamente. Il y a une volonté. Toutes les personnes qu'on a rencontrées avec mon frère Geoffroy pendant ce voyage parlent du développement et de l'environnement. Del medio ambiental. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il faut changer les choses. Sí, definitivamente. Oui, d'abord, il faut éveiller les consciences. Se genera esa conciencia. Cuando haya esa conciencia, uno es decir, sí, estamos conscientes de que está mal, pero tenemos que entrar a la acción. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Son preguntas que tenemos que empezar a contestarlas ya. Le professeur Samora porte un jugement réaliste sur une activité industrielle qui fait partie de l'histoire de sa région et représente jusqu'à 1/4 des exportations de son pays. Il a conscience que cette dépendance économique et la pauvreté de la population conduisent à négliger les nuisances des mines. Grâce à ses recherches, il a mis au point une méthode de récupération industrielle de l'étain perdu dans la rivière. Ainsi, dépollution rime avec bénéfices partagés par toute la vallée. Nous arrivons maintenant dans la coopérative minière de San José. On n'a pas de masque? Ah, il faudra peut-être leur demander si on a un masque. Bonjour. Nous n'avons pas de masque. Les touristes. Ils sont trop grands, on a honte de marcher avec eux. J'ai noté, nous n'avons pas de masque. Des masques? Non, pas de problème. Il n'y a pas de poussière. Ah non, il n'y en a pas. Attendez, oui, il y a de la poussière alors. À 100 mètres, 200 mètres. Ah, 200 mètres. Je ne crois pas que vous arriverez ici. Vous allez devoir monter. San José est une mine polymétallique. On en extrait de l'argent et de l'étain. Abandonnée quasiment vide par l'État, cette mine a été récupérée par une coopérative. L'ascenseur, ¿cuántos años? Il a quel âge l'ascenseur? Il date de 1914. De 1914. 1914. Pero esto es nueva. Mais le cadre est nouveau. Il a à peine un an. La machine en haut, elle, a un siècle. $300. 300 mètres. C'est à l'eau acide.
Les mineurs doivent souvent marcher pendant 1h30 dans les galeries pour rejoindre leur filon. Si les concrétions que nous apercevons sur les parois nous semblent magnifiques, elles signalent aussi la présence d'eau. Du fait de l'oxydation de la roche, cette eau est extrêmement acide. Nous nous en rendrons compte en voyant l'état de nos chaussettes. C'est bon, mes bottes elles sont pleines d'eau. Moi aussi. Ah voilà. Je suis trempé. Ce sont les infiltrations d'eau qui viennent des niveaux supérieurs. L'eau va ensuite jusqu'à la pompe et la remonte en surface. En tout cas, moi je trouve ça joli. Ça se détériore et ça va finir par s'effondrer. Este agua es decir que estamos en una freático? Oui. No comprender por qué la agua es acida. ¿Por qué? Parce qu'elle s'est mélangée avec des roches volcaniques et des minerais. C'est pour ça. Elle se mélange avec ça et elle devient acide. J'ai encore une question. Si vous arrêtez de pomper, en combien de temps ça se remplit ici? En 2 jours, l'eau arrive jusqu'ici. À tout là? Là? Et en une semaine? En une semaine, elle est déjà là. Et en 2 semaines, c'est rempli. Et elle commence à monter vers le haut. Il y a énormément d'eau. Elle continue à monter jusqu'à ce qu'elle sorte naturellement vers la ville. Ah, acide, comme acide. Oui. Elle va monter niveau par niveau. Alors ça devient un problème pour la ville. Ah oui, c'est un grand problème. C'est pour ça qu'on pompe l'eau et qu'on la détourne d'un autre côté. On la canalise parce qu'autrement, elle irait toute seule vers la ville. C'est pour ça qu'on devra pomper à vide. Et vous en faites quoi de cette eau? Elle part vers la rivière et après vers le lac. El lago Popo? Le lac Ururu. Ururu et après Popo. Ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent, tu vois. Pourquoi venir travailler ici à la mine et pas à la ville? Parce qu'ici, dans la mine, quand on a de la chance, on gagne bien notre vie. Dehors, on doit travailler 7 jours sur 7, du lever au coucher du soleil, pour quelques pesos. Parfois, vous avez peur de descendre? Oui, on a peur. Par exemple, ceci a l'air en bon état maintenant, mais quand on va commencer à travailler ici, ça va s'écrouler tout seul. On travaille ici, on tape fort et on entend au-dessus, cac, cac. Ça s'écroule. C'est clair, on le voit, on l'entend. Et tes enfants savent que tu travailles ici? Ils le savent. Et ils le savent, mes enfants. Mes aînés pleurent, ils ne veulent pas que je descende. Parce qu'ils disent que je gagne que des maladies. Même l'argent ne pourra pas te sauver, ne descends plus. Non, c'est pas un travail pour les femmes. Non, c'est pas un travail pour les femmes, mais on est là. On souffre, les femmes comme les hommes. Ils ont beau être des hommes, ils souffrent aussi. On les voit avec leurs petites figures qui dégoulinent. Pareil que nous, ils sont plus forts, mais au final, c'est pareil. La coca, c'est notre repas. Si tu ne mâches pas, si tu ne fumes pas, tu ne travailles pas bien. Alors on vient ici, on s'assoit et on mâche. Faut que tu en donnes au Tio un peu. Merci. Sacacho. Chutano. Marcelo. Je peux descendre?
Je t'avoue que je vais pas descendre. C'est pas évident pour moi. C'est en pente, hein. Vous êtes plus haut? Oui, on est là-haut. Je peux pas descendre en fait, je crois. Je peux pas descendre, j'ai pas envie, je trouve ça dangereux en fait. Ah oui? Vous avez apporté de l'eau? Comment va? Comment ça va? Ça va. Podemos à Barra? On peut descendre? Oui. Oui, il y a Geoffroy qui descend dans l'antre du diable. Bon, je t'avoue que je suis pas super tranquille. Hein. Quoi? Je suis pas super tranquille. Non. Il faut timbrer pour venir ici. Je vais doucement parce que encore un peu je me tape une crise de claustro. Ah, je vais pas le suivre jusqu'au bout. Hein. Continuez à avancer. Ok. Está un poquito demasiado grande. Aïe. Faut s'accroupir. Je me colle partout. Ça, c'est le minerai qu'on vient d'extraire, de l'étain. Estamos un poquito locos, faut être un peu fou, non, pour descendre ici. Para ahí. On est en train de séparer ce qui sert de ce qui ne sert pas. Ok. Est-ce estaño puro? C'est de l'étain pur? Non, il n'est pas encore pur. Moitié. Et te gusta este Tu aimes trabajo? ce travail? Non, mais c'est la seule façon de vivre? De survivre. Oui, c'est ça, de Non, survivre. te gusta? Pas beaucoup. Pourquoi? Je préférais étudier que travailler ici. Et c'est toi, mismo tu para aimes? ti? No te gusta? Oui, j'aime bien. Ils vont faire des perforations. Ah! Ils sont fous. Moi, je respire à peine plus. Il faut que je me calme un peu. Ah, peligroso Il y para a un risque perforar? quand vous perforez? Non, ça fait juste de la poussière. Tu peux utiliser son masque. Le sien. Si, pero toi, tú tu vas en avoir necesitas para besoin. ti. Si, pero prefiero Mais ir. je préfère No partir. sabe cómo es Je sais funcionar. pas comment ça marche. Soy un poquito. Donc je suis un peu... Disculpe. Pardon. Non, pas de problème. Pardon. Il voit rien. Hein? Je m'ai cru que je remonterais pas alors qu'il n'y a aucune raison, mais ils sont fous. Ils sont fous ces mecs. Ils sont fous. Tu vas où? Ya toquen cero. Carajo, Mais non, tu vois, on arrive tout en haut. C'est drôle, on arrive à l'air libre. C'est magnifique. Les coopératives minières, comme celle qui exploite San José, représentent 80% de l'emploi minier en Bolivie.
Et elles ont encore beaucoup à faire pour préserver la sécurité de leurs mineurs et de leur environnement. Nous nous dirigeons vers le lac Popo, qui est un lac salé. Il est surtout le réceptacle final de beaucoup de rivières passant par des mines d'étain. Nous cherchons Daniel Mauricio, dernier chef des Uru Morato, une tribu de pêcheurs du lac Popo, sur lequel nous avons lu un article dans la presse. Bonjour monsieur. No, buscamos el señor Daniel Mauricio. Daniel Mauricio est là-bas. Cool. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Daniel Mauricio Choque. Enchanté. Daniel Mauricio est considéré comme le dernier leader de los Urus Morato. Sí, ahora llevamos Moratos. On s'appelle Moratos. Pero antes on s'appelait les Urus millénaires. Urus. Depuis 7500 años. Buenas tardes. Bonjour. Buenas tardes. Bonjour monsieur. Queríamos hablar On voudrait con parler avec des pescadores. pêcheurs. Ici, vous avez une ancienne pêcheuse, une grand-mère. C'est une ancienne pêcheuse. Parce qu'il n'y a plus de pêcheurs. Si, il y en a. Ils sont partis ailleurs pour trouver du travail. On n'a plus de poissons dans le lac. Le lac est rempli de boue. Avec toutes ces saloperies qui descendent des mines pendant la période des pluies. Ils ont tué le lac. Avec la pollution. La pollution, bien sûr. De toutes sortes, c'est l'activité minière. Elle est de plus en plus importante chaque année. Résultat, l'eau ne descend même plus jusqu'au lac. L'eau n'arrive même plus jusqu'ici. Elle est retenue là-bas. C'est comme ça. Les autorités disent que nous appartenons au lac, et qu'on peut aller au lac pour chercher du poisson et pour pêcher. Mais il n'y en a pas. Il est tout sec le lac. Mais plus loin, il y a du monde qui continue à pêcher? Oui, enfin, on ne sait pas. Actuellement, nous ne pêchons plus. Au niveau du pont, c'est moins pollué. Donc certains continuent à pêcher. Mais ce n'est plus une priorité. La pollution irréversible du lac Popo, par les métaux lourds et les acides, peut s'expliquer en partie par l'ignorance des générations précédentes. Mais aujourd'hui, elle est la conséquence directe d'un marché international impitoyable, qui recherche un prix bas, sans se soucier de ce qui se passe au fond des mines. En tant que consommateurs, nous sommes les seuls à pouvoir initier un changement de comportement. Nous arrivons sur le Salar d'Uyuni. Grand comme un tiers de la Belgique, il est la plus vaste étendue de celle au monde. Et une aire de jeu formidable pour nos sidecars, qui ont la fâcheuse tendance à rouler de travers. Cela fait 3 mois et demi que nous faisons cette expédition, et dans cet endroit magique, nous redevenons des enfants pendant quelques heures. Il veut me la faire à l'envers, là. Au-delà d'être un grand moment pour le sport de glisse français, on est à 3600 mètres d'altitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation du Salar d'Uyuni remonte à plus de 10 000 ans. À l'époque, c'était un énorme lac qui reprenait à la fois Titicaca, le lac Ururu, le lac Popo, le Salar Colpaisa et bien sûr le Salar d'Uyuni. Et cette formation saline représente pour la Bolivie un énorme espoir, c'est qu'il renfermerait la plus grande réserve de lithium au monde. 5,5 millions de tonnes, soit la moitié de la réserve mondiale. Il fait nuit, il est minuit passé. Il y a un petit bruit de mer aussi. Il y a un petit bruit de mer et on va rencontrer des pêchous, mais pas n'importe lesquels, les pêcheurs d'anchois. Et ici au Pérou,
eh ben, c'est quelque chose de très important. C'est une des plus grosses pêcheries du monde. Ils pêchent plus de 5 millions d'anchois par an, là où en France on en mange 5000 tonnes. Donc c'est énorme, 5 millions de tonnes. Tout ça de nuit. Ils chargent une tonne de glace. Bah, ils en ont d'énergie à minuit, hein. Enfin à 2h. Ah, il est quelle heure là, 2h? Oui, 2h. Ouais. Il y a deux types de pêche, donc la pêche artisanale, c'est celle qu'on va faire cette nuit. Et autrement, c'est la pêche industrielle qui est plutôt de la pêche hauturière. Il n'y a rien, l'écran est vide. L'appareil indique si la quantité est suffisante pour fermer le cercle. C'est son rôle. Tu te retrouves de nuit? Bien sûr. Ouais, il est 5h20 et on n'a toujours pas croisé l'ombre d'un anchois. Et tu as peur de ne pas trouver d'anchois? Tu sais, derrière moi, il y a 6 gars qui ont des familles. Et chaque jour qui passe à chercher à remplir notre cale est un jour de perdu. On ne gagne rien. Ça t'arrive souvent de ne pas trouver du poisson? Ouais. Mais on a toujours l'espoir parce que parfois ces poissons se pêchent de jour, à 7 heures. Tu vois les autres bateaux, ils cherchent tous. Par la partie basse, la partie haute, et en haute mer, on cherche. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Les lions de mer aussi, c'est un lion crie, puis l'autre. Il se passe le mot. ¡Abre! ¡Abre! ¡Espacio! C'est excellent cette fébrilité. Là, on est en train de fermer le filet. Je comprends qu'ils aient les mains calleuses. Ça déchire les mains. Grande, non? Dans cette zone, il n'y a pas eu d'anchois aujourd'hui. Les anchois étaient à la Mounia. Allez les gars, on rentre au port. Bon, bah cette campagne de pêche, ça n'aura pas été un succès. Ils ont juste sorti de quoi faire un bon ceviche. Est-ce que tu crois que la pêche artisanale, comme tu l'as fait, a un futur? Oui, dans notre ville, elle a un futur. Mais il y a des facteurs qui influencent cette rareté du poisson. Les courants marins et la pollution.
La prédation, c'est une chose et la pollution une autre. Quelle prédation? La nôtre? Oui. En fait, nous pêchons de manière artisanale. Donc on est limité par la taille de nos embarcations et parce qu'on travaille manuellement. Mais le gouvernement ne tient pas compte de cet aspect-là. Il n'a de considération que pour les grands industriels. Regarde, un bateau d'artisan, c'est 7 personnes. Et ça nous donne une pêche de 7 tonnes par bateau. Et à eux, par bateau, c'est 400 ou 500 tonnes qu'ils rapportent en un jour. Et combien de personnes y travaillent? Entre 12 et 14. Et moi, je rapporte 7 tonnes, là où lui en rapporte plus de 600. Combien de temps dois-je travailler pour rapporter la même chose? 100 jours. Maintenant, l'anchois qu'on pêche va directement au marché, ou en conserve de filet. Pour la consommation humaine. Et eux? Et eux, tout va à la fabrique de farine, dans un chaudron. Ils le déshydratent, le mettent en sac et l'exportent. C'est de la farine? C'est de la farine pour la nutrition. Pour les cochons? Les cochons, les poules d'autres pays, rien de plus. Nous autres, nous avons la solution pour le problème de malnutrition ici. Parce qu'il y a de la malnutrition au Pérou? Oui. Et la solution, c'est ce petit poisson qu'est l'anchois. Notamment pour tous nos villages isolés qui n'ont pas accès à ce poisson riche en protéines et en vitamines. Si l'anchois venait à disparaître, que se passerait-il? Oula, j'ai du mal à imaginer cela. L'anchois est le maillon le plus important de l'océan. Je n'imagine pas tout ce qui dépend de cette espèce. C'est pour ça que je trouve ça injuste. Depuis la crise de l'anchois des années 70, l'Institut de gestion de la mer du Pérou a développé un système mondialement reconnu de suivi de la population de poissons. La variabilité des conditions climatiques et la faible durée de vie des anchois rendent impossibles les prévisions de stock à plus de 6 mois. La gestion relativement contrôlée de la pêche industrielle se fait donc avec des quotas révisés 2 fois par an. Reste à organiser et contrôler une pêche artisanale en expansion et dont une grande partie des captures va illégalement vers les usines de farine. Certains, dont nos amis pêcheurs, mènent un combat pour que l'anchois soit exclusivement utilisé pour la nutrition humaine, ce qui diminuerait les quantités de poissons pêchés et permettrait à la mer de se renouveler. Pour la petite histoire, Loïc est en train de retirer un coupe-circuit qu'il a voulu installer. Ce coupe-circuit nous crée que des ennuis depuis le début. Que j'ai voulu installer, c'est pas moi qui l'ai installé. On m'a proposé de l'installer, j'ai trouvé que c'était une bonne idée et c'était pas une bonne idée. C'était une bonne idée si les poignées chauffantes marchent. Et je trouve qu'elles n'ont jamais marché. C'est beau! Mais ils ont mis une usine toute laide, juste là. D'anchois. Pour moi, ils font de la farine d'anchois là. Et là, on voit en mer la plateforme où sont déchargés les poissons que ramènent les pêcheurs. C'est aspiré, ça va dans l'usine, c'est transformé en farine et en huile. Et c'est vrai que ce concept de farine de poisson pour nourrir d'autres espèces, c'est un concept industriel génial. Sauf que ça devient un crime contre la mer quand c'est mal géré. Je signale qu'on doit être pour le 1er novembre en Bolivie. Et il reste 800 bornes. Nous roulons vers La Paz en gravissant les contreforts de l'altiplano bolivien. Situé à plus de 3600 mètres d'altitude, ce plateau grand comme la Grèce offre une variété de paysages au climat très aléatoire. C'est le comité d'accueil
l'altiplano. Nous sommes impatients d'arriver à La Paz, capitale administrative la plus élevée au monde. Chaque mètre carré est utilisé au mieux pour loger les 2 millions d'habitants qui se répartissent entre El Alto sur l'altiplano et La Paz située dans un réseau de vallées. C'est évident de trouver son chemin. La ville s'est développée rapidement, non loin du lac Titicaca et entre deux sommets de plus de 6000 mètres, l'Illimani et le Huayna Potosí, que nous allons voir de près. Max, glaciologue de l'Institut de recherche pour le développement, nous emmène pour une ascension vertigineuse sur le glacier Zongo. Coucou, moi c'est Max. Et derrière Loïc, son coéquipier, qui le talonne avec une sonde. Moi j'ai pris les sandwichs pour qu'ils m'attendent. Alors on commence l'ascension du Huayna Potosí, qui est un des glaciers qui surplombe La Paz. Et l'idée c'est qu'on continue notre petite enquête des glaciers, après avoir commencé avec le Colriti, donc au-dessus de Cusco. Et l'idée c'est de comprendre un petit peu ce que ces gardiens du temps ont à nous dire. Enfin si on arrive en haut. Si j'y arrive. Toi t'auras pas de problème. Avec l'IRD, nous allons faire des relevés météo et un bilan de masse du glacier. Ce bilan sert à préciser l'évolution de la quantité de glace au cours des ans. Donc là tu vois, on est sur la moraine, on longe le glacier et on commence à voir les balises qui nous servent à mesurer le bilan de masse du glacier. Donc c'est ce qu'on va aller mesurer. Là j'en vois une, deux, j'en vois une là-haut aussi. Alors vous avez déjà marché sur un glacier? Corde tendue, ça c'est... Moi je nage dans mes rêves. Corde tendue, vous suivez mes traces. S'il y a le moins de pépins, vous me dites quelque chose, ok? Mais surtout bien tendu, vous suivez bien mes traces. Et vous sortez pas de la trace, ya? Impressionnant d'avancer comme ça sur le glacier. C'est même émouvant en fait. Tu me dis top quand tu veux y aller. 1, 2, 3. Merci beaucoup de nous permettre de faire ça parce que c'était vraiment un rêve. D'être le petit point orange sur cette immensité blanche, là je m'imagine de tout là-haut. Non mais c'est vrai, moi j'ai posé le pied dessus, je me dis ouais, c'est émouvant en fait. Ouais. C'est traître, mais émouvant. Traître c'est un mauvais mot parce que il n'y a pas de volonté derrière. C'est pas traître, c'est dangereux. Réduit. 1, 2, 3, 15, 17,5 ouais. Merci. J'ai 3 plus un demi. Est-ce que tu es bien sûr d'être à la glace? Voilà, tu peux recommencer tes deux autres. Oui, je recommence les autres? Bah regarde la différence. Mais t'aurais pu me le dire avant? Ah non, parce que c'est plus marrant quoi. Bon, mais moi je m'arrive. T'en as combien des balises comme ça? Il y a une vingtaine sur le Zongo. C'est bon, on passe à la prochaine? Ouais. Allez. Quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. Tout ça, voilà, c'est la moraine du pitage glaciaire. Donc ça, c'est le retrait qu'on a perdu. Environ, ça, c'est la baisse de volume du... Voilà, depuis environ 300 ans. Donc un peu plus de 100 mètres. Hein, ouais, quasiment 100 mètres. En fait, c'est quoi la nécessité de suivre comme ça les glaciers? Alors, est-ce que c'est faire une belle balade ou il y a vraiment une... Nécessité, c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, le glacier disparaîtra qu'on soit là, qu'on soit pas là. Les gens en contrebas, ils auront plus d'eau, ça c'est sûr que... Provenant du glacier. Provenant du glacier, voilà. Mais je veux dire, c'est pas une nécessité. Ce qui est important, c'est de le suivre pour pouvoir comprendre à quel rythme ils font, pour pouvoir alimenter des modèles et pour pouvoir dire aux populations, attention, 30, 40, 50 ans, un peu plus, vous risquez d'avoir des problèmes d'eau. Donc pensez-y dès maintenant. Et là, ce glacier, il a une utilité pour la passe? Tu as plusieurs canaux dans tout ce versant qui récupèrent l'eau
des différents glaciers, notamment le Zongo, qui va dans un barrage qui est juste en contrebas là, et qui permet de produire de l'hydroélectricité en plus. Donc t'as une problématique hydrique et une problématique énergétique. Et donc si à terme ils disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même 2 millions d'habitants là-bas. Et ben j'imagine qu'il va falloir qu'ils trouvent une autre source d'eau, quoi. Laquelle, je sais pas. Ce glacier est voué à disparaître. Mm-hmm. Difficile à imaginer. Et on n'y changera rien. À part les Suisses qui mettent des bâches sur leur glacier. Pourquoi t'es glaciologue, toi? C'est un rêve depuis longtemps que je suis tout petit. Et pourquoi la glace, elle te parle? Là, je sais pas si elle me parle, mais... Non, c'est un rêve depuis longtemps que je suis tout petit. Et puis après, c'est... J'ai 2 personnes que je remercierai jamais assez, et voilà, qui m'ont fait rentrer là-dedans. Les glaciers sont des indicateurs de changement climatique quasiment meilleurs, parce qu'ils réagissent très vite, et ils enregistrent un bon signal climatique, très bon signal climatique. Qu'est-ce que tu disais en Suisse, ils font quoi avec leurs glaciers? Et ils bâchent 2 glaciers avec des bâches blanches. Et en France, pour les stations de ski, en France ils font ça aux grandes montées maintenant, pour avoir toujours accès aux glaciers d'Euronion. La disparition annoncée des glaciers intertropicaux aura d'énormes conséquences pour l'eau de la Passe. La seule alternative à cette eau glaciaire, et aujourd'hui disponible en quantité, est le lac Titicaca, situé à 60 km du centre. On est en train de suivre le Rio Seco, qui est une rivière qui traverse l'Alto, donc la ville qui est au-dessus, qui surplombe la Passe. Et on voit qu'il a été complètement canalisé, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai l'impression qu'il est assez sale. On voit beaucoup de déchets partout, mais on voit pas encore en dessous. On va aller voir ce qu'il y a dedans. On n'est plus très loin du lac Titicaca, avec la cordillère là-bas. Et il est vraiment très pollué. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Comment se fait-il que l'eau soit si sale ici? Ils jettent les déchets, les chiens morts du côté de Viacha. C'est de là que vient cette rivière. Il y a aussi des usines de ciment. À Viacha et l'Alto aussi? Oui, de l'Alto aussi. Et elle vient aussi des toilettes? Non. Maintenant, oui, des toilettes aussi. Oui, forcément, elle est toute polluée. Même les animaux ne la boivent pas. Ah, vraiment? Ça les rend malades. Donc l'eau d'ici va au lac Titicaca. À lago Titicaca. Oui, jusqu'au lac. Mais elle reste sale? Oui, elle reste sale. Ah, quelle horreur. Oui. Peut-être qu'un jour on aura besoin de l'eau du lac? Oui, mais tant qu'elle a cette odeur, je ne vais pas la boire. Oui, mais on peut la purifier. Sûrement. Et en cas d'urgence, on devra la boire, mais sans urgence, si tout sèche, alors on sera obligé. Sans eau, personne ne peut vivre. Avec un peu d'eau, il y a toujours la vie. Merci, madame. Cette famille nous confirme ce que nous redoutions. L'eau polluée se jette directement dans le lac Titicaca. Partagée entre le Pérou et la Bolivie, la gestion du lac devient une priorité. Les pollutions humaines des affluents du lac Titicaca sont responsables de la prolifération des algues vertes. Elles se développent rapidement grâce à l'excès de nutriments issus des rejets urbains, industriels et agricoles, et privent ainsi les eaux de soleil. À la fin de leur cycle, les algues sont digérées par des bactéries consommant de l'oxygène. Privé d'oxygène et de soleil, le lac se meurt. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Il n'y a plus de poissons et à en croire notre pilote, la totora, le jonc qui sert à nourrir le bétail ou fabriquer des pirogues, n'est plus aussi luxuriante qu'avant. Il est perdu? Pour qu'il nous voit.
pour le dire où est-ce qu'on est. Il monte cet énorme drapeau. Ah, je vois une voile qui dépasse des ajoncs là. Je sais pas comment il fait pour naviguer à la voile là-dedans. Nous attendons Juan Carlos, un des derniers pêcheurs de la baie de Coana, située dans la partie sud du lac. Juan Carlos est l'homme le plus célèbre de Coana. Il y a beaucoup de gens comme vous sur le lac? Non, il n'y en a plus. La plupart sont partis vers le Brésil, l'Argentine. Pourquoi? Comme il n'y a plus de poissons, de quoi vont-ils vivre? Maintenant, on pêche à peine 5 à 15 poissons, et ça en une semaine. Avant, il y en avait beaucoup. Et ça fait combien de temps? Depuis 90, 97. Moi, je suis resté pour mon bétail. J'ai du bétail et il n'y avait personne pour s'en occuper. Alors je suis resté. Ce sont des vaches? Oui, et des brebis et des cochons. Que se passe-t-il avec la totora? Elle souffre aussi de la pollution? Oui, elle souffre de la pollution. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus comme avant. Avant, elle était bien verte. Maintenant, elle est toute sèche. Vous savez pourquoi? C'est à cause de l'eau qui vient d'El Alto. Oui, elle est polluée. Je peux venir avec vous pour voir comment vous faites? Oui, bien sûr. On y va? On se repère grâce aux montagnes. Je vais en couper. Il faut que je rapporte du fourrage. Toutes celles qui sont abîmées, on doit les sortir. La totora doit être de bonne qualité. Elle doit être bien verte. La totora sèche, c'est pour les maisons, pour faire le toit des maisons. Ah, c'est avec ça qu'on fabrique le toit? La pollution a commencé petit à petit, et à la fin, elle a beaucoup augmenté. Avec la croissance d'El Alto. Il y a des tanneries plus haut, et tout ce qui vient de ces usines se déverse dans la baie de Coana. Oui, le cuir, ça pollue toujours beaucoup. Oui, et tous les déchets des tanneurs et des mines se déversent dans le lac. Et une partie vient aussi du Pérou. Celle-là, tu peux la goûter. Il va me faire goûter le cœur, c'est un peu comme le cœur de palmier. Je vais mourir avec cette eau infectée, non? Maintenant, je suis une vache. Maintenant, t'es bolivien, t'es français. Une vache bolivienne. Je me transforme. Situés dans une zone intertropicale, les glaciers boliviens subissent plus rapidement qu'ailleurs le réchauffement de la Terre. L'analyse précise des conséquences des changements climatiques est primordiale, car elle va permettre de corriger des erreurs comme à La Paz, qui a enfin une bonne raison pour arrêter de polluer le lac Titicaca. Nous avons déjà parcouru plus de 10 000 km depuis São Paulo. Nous rentrons au nord du Chili, dans le désert d'Atacama, coincé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. Avec moins de 1 cm de pluie par an, c'est le désert le plus aride au monde. Cependant, du fait de la proximité de la mer, quelques plantes arrivent à exploiter la brume et les nuages qui se forment dans certaines parties du désert. Il y a encore de l'eau. C'est abandonné, mais l'eau coule encore. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle ascension. La tête dans les nuages. On est ici à Chañaral, donc au Chili, petite ville côtière. Et l'idée, c'est de venir voir un projet qui faisait fureur il y a 10 ans. Les filets capteurs de brouillard.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce projet il a l'air un petit peu à l'abandon. Les champs d'aloe vera ils sont tout secs. La serre dans laquelle il y avait la culture de tomates, il n'en reste plus rien. En revanche, j'ai vu qu'il y avait encore un petit peu d'eau qui descendait de ces tuyaux. Et donc ça me laisse espérer que là-haut, il y a peut-être encore des filets de capteurs de brouillard en fonctionnement. Malheureusement, Loïc ne peut pas m'accompagner dans cette ascension. Parce que hier soir, je pense qu'il a mangé quelque chose de pas très bon. Résultat, il a couru toute la nuit. Et il continue à courir, donc voilà, il ne va pas venir avec moi là-haut. En 2004, lors de notre tour du monde Hydrotour, nous étions déjà venus dans cette ville minière qui marque la frontière sud du désert d'Atacama. Nous y avions visité ce remarquable projet expérimental de récupération de l'eau de la brume. Allez, voilà. Enfin, le voilà. Parce que les autres ont été complètement démantelés. Et le principe, il est rudimentaire. La brume, elle vient de l'océan, elle est poussée par les vents pour gravir la montagne. Et elle vient se jeter dans ces grands filets de ping-pong. Par ruissellement, ça tombe ici dans cette gouttière. Une fois dans la gouttière, l'eau s'achemine ici, dans cette petite gargouille, rentre dans les tuyaux et est renvoyée dans la vallée dans un collecteur d'eau. Et par bon temps, ça produit 150 litres d'eau. Chaque filet. Donc là, il y en avait 6. Là, il n'y en a plus qu'un. Bon, malheureusement, ces filets, ils ont été démantelés parce qu'ils ne servent plus à rien. Mais c'était génial comme idée. C'est-à-dire que ça permet d'amener une alternative en eau dans une zone désertique. Ici, on est en plein désert. Il y a des mines, il y a des villes. Donc il y a un besoin d'eau super important. Mais visiblement, ce n'était pas une alternative qui permettait d'avoir suffisamment d'eau. C'est bien dommage. Dans leur configuration de l'époque, la production des filets n'était pas assez régulière. Ils n'ont donc jamais été utilisés pour alimenter la ville de Chañaral. Il en faudrait 12 500 pour apporter les 150 litres d'eau que consomme quotidiennement chaque habitant. Pour répondre à la demande de la ville et de sa mine de cuivre, une station de dessalement d'eau de mer a été inaugurée en 2014. Hop là. Allez, maintenant je me dépêche. Parce que même malade, Loïc il m'attend en bas, et puis après il va grogner. Alors zou. Encore malade? Je sais pas. Ça je crois. Ouais. En tout cas j'avais une belle vue. Je suppose que de là-haut aussi. Ouais, c'était pas mal. Quoi hein? Je crois que j'avais laissé mes phares, résultat j'ai plus de batterie. Ah bah c'est pas moi qui vais pouvoir te pousser. Enfin, un petit peu si tu veux, mais pas beaucoup plus.
On est en train d'arriver dans une des 2 stations d'assainissement de la ville de Santiago. Elle a fait le choix il y a quelques années de retraiter 100% de ses eaux usées. Et ce qui nous intéresse ici, c'est à la fois l'aspect innovation technologique pour relever ce défi, mais aussi montrer que ce type d'installation témoigne d'une évolution dans nos mentalités. Aujourd'hui, on veut boire l'eau pure, on veut qu'elle transporte nos déchets, mais on veut aussi qu'elle retourne pure dans la nature. On va voir le puits principal, où toutes les eaux usées arrivent, celles qui vont être traitées dans l'usine. Ici, c'est l'eau brute. Elle arrive avec toutes les bactéries, de la matière fécale, de l'urine. Ici, c'est le pré-traitement. Ensuite, il y a une décantation primaire. Il y a une séparation des phases, un traitement biologique qui est une digestion aérobie avec de l'oxygène. Et il y a une décantation secondaire. Les bouts de décantation primaire et secondaire se mélangent pour faire une mixture qui va au digesteur. C'est la fin du cycle d'épuration de l'eau. L'eau retourne à la rivière décontaminée et sans prolifération de système microbien. À la fin, elle arrive à la mer. De la mer, elle s'évapore et revient sous forme de pluie à la cordillère. Vous pouvez voir que dans le processus d'épuration de l'eau, nous n'utilisons aucun élément extérieur pour fabriquer une eau propre. En fait, tous les éléments dont nous avons besoin pour dépolluer l'eau arrivent avec les eaux usées. Les bactéries sont dans les eaux usées et le substrat vient aussi des eaux usées. Santiago est divisé en 2 usines. La nôtre et celle de Farfana. Farfana traite la partie nord-est de Santiago, c'est la partie haute des plus hauts revenus. Nous, on traite la partie sud-sud-ouest, ayant un peu moins de revenus. Les caractéristiques de ces eaux sont tout à fait différentes en raison de la consommation d'aliments de chacun. La thématique de l'eau, qui est une question assez spécifique, répond à une analyse sociologique bien particulière. Au moment des fêtes, l'eau a certaines caractéristiques. En été, elle en a d'autres. L'eau est un témoin de notre vie. Exactement. C'est comme un livre ouvert, si on veut, sur les comportements alimentaires de la population. Tu crois que dans l'avenir, on aura besoin d'autres innovations ou on a déjà Je crois que l'homme, par nature, est innovateur. Je crois que ces choses, je ne sais pas s'ils vont innover dans le sens de changer complètement le processus, mais sûrement ils vont améliorer ce qui existe. Je crois qu'avoir une station de traitement des eaux usées est déjà une innovation. Ça a été un grand changement. Avant, comme partout ailleurs, nos eaux usées partaient vers la mer. Qui a décidé de changer tout ça? J'imagine les politiques publiques, les politiques environnementales. On s'est rendu compte que ce qu'on était en train de provoquer, c'était une situation qui devait avoir une limite. J'imagine que c'est grâce à ces réunions mondiales très connues, comme Kyoto, entre autres, qui ont pour but de changer les mentalités et de commencer à prendre soin de notre environnement, de notre planète. Dans cette usine, les boues retirées des eaux usées sont digérées par des bactéries qui les transforment en gaz, utilisés ensuite comme énergie pour les installations. Le prochain défi sera la récupération des micropolluants présents dans nos égouts. La gestion de l'eau est la preuve que nous sommes capables de diminuer notre impact sur l'environnement. Ne pourrait-elle pas devenir un modèle pour la gestion des autres ressources? Il est gros, lui. Visiblement, c'est là. Je suis à la recherche de Fernando, qui est le gars qui a créé cette usine. Enfin, si c'est une usine, on va voir. Voilà. Tu es Fernando? Oui, comment ça va?
Muy gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estuvo tu viaje? Superbe. Bienvenido a Recicla. Recicla. Le projet Recicla est né à partir d'un rêve. Estuve trabajando J'ai travaillé pendant 25 ans dans le secteur minier. 25 años en el sector minero. Y me di cuenta je me suis rendu compte que je que voulais quería arriver à llegar a los 40 ans avec 40 un projet años social. con un emprendimiento social. Entonces Donc, empecé a j'ai crear commencé à y penser a et à pensar en mi imaginer mente dans ma tête la meilleure façon cómo de podía devenir un ser un architecte du arquitecto changement. del cambio, cómo podía ser Comment algo mettre en place un projet qui soit sustentable, durable, cómo avec une podía ser dimension algo sociale social forte et qui y me cómo permette aussi podía de gagner ma vie. también ganarme la vida. Y estos son los primeros Ce sont equipos les premiers équipements qu'on a commencé à que recycler. partimos reciclando. Este Cette ladrillo brique est un portable que très lleva un ancien celular qui pèse muy presque 2 antiguo, kilos. que pesa casi 2 kilos. C'était des Eran los portables. celulares que Il y a une antenne. Presque 2 kilos. casi 2 kilos. Incroyable. Increíble, ¿eh? Incroyable, non? Entonces, Dans ¿en combien de cuántas foyers y casas, a-t-il des hogares ordinateurs? tenemos Tout le computadores? monde, dans toutes les maisons. En todo el mundo, en todas las casas. El problema es que Le problème, usamos c'est esta qu'on utilise tecnología, ces objets pero no technologiques, qu'on sabemos les qué jette pasa et después qu'on ne sait pas ce qui se passe de une que fois qu'on terminó en a su plus vida besoin. útil. On les jette. Lo botamos On le jette y et on no ne nos s'en préoccupe preocupamos. plus. Y eso es lo que Nous, nos preocupa. c'est ce qui nous préoccupe. Si empezamos a mirar estos Si equipos, tu regardes ces appareils, on se rend compte qu'à te das l'intérieur cuenta de chaque que appareil, il y a de la detrás matière de première. cada equipo hay materia prima, como Pero tellement cobre. peu. Efectivamente es En poco, effet, pero il n'y a pas beaucoup. Mais si tu les cumules, si empezamos a juntar de miles de cuivre, equipos de l'or. en metales nobles, sí, ce sont aquí des hay métaux cobre, nobles. oro, aluminio, Ici, il y a du bronce. cuivre, de Materia l'or, prima. de l'aluminium, Esto es lo que se du llama bronze. minería C'est de la urbana. matière première. Y On el appelle ça arte une mine del proceso urbaine. nuestro es La separar difficulté de notre esta processus est materia de prima placer la en matière familias de première dans des productos. familles de produits. C'est viable économiquement? Es viable, sí. Oui, Sí, c'est es viable. viable. El tema está Notre problème es n'est que pas la vente. nuestro problema Tout ceci est no vendu, es la c'est venta. viable. Todo esto está vendido. Le problème, Y es c'est la viable. collecte. El problema Comment faire es rentrer la el matière input, première cómo dans notre entra usine. la materia prima a nuestra planta. ¿Por qué? Pourquoi? Porque no hay Parce legislación. qu'il n'y a pas de cadre juridique. Je ne vois pas d'innovation technologique. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre innovation. Exacto. Aquí hay Exactement. la innovación. Pour Siempre la gente l'innovation, está pensando les gens que es un pensent immédiatement à une fusée qu'on cohete envoie a la sur la luna Lune. o que es un aparato iPhone. Ou ils pensent La au smartphone. innovación tiene conceptos Mais innover con signifie faire hacer des choses que otro, personne d'autre ne cosas fait. que nadie está haciendo. Fuimos los primeros en On a América été la Latina première en entreprise de crear una empresa de recyclage en reciclaje. Amérique latine. Segundo, fuimos los primeros en crear On a été les premiers à embaucher des gens gente rejetés par la que société. la sociedad lo descarta y le dimos On a trabajo a embauché des personas gens en pensant para à la crear lo justice que yo sociale. llamo justicia social. Bueno, esos Les innovations emprendimientos tecnológicos technologiques que vienen vont changer y van l'économie. a seguir viniendo, van a cambiar la economía. Pero viene una Mais il y a une révolution durable qui arrive avec des entrepreneurs qui vont créer des systèmes pour récupérer les vêtements, cómo recuperamos la ropa, recycler cómo les reciclamos médicaments, remedios, recycler cómo la reciclamos technologie. la tecnología, cómo el Sauver medio ambiente es l'environnement una devient oportunidad une de opportunité negocio. pour faire des affaires. Entonces, muchas veces puede decir, oye, On peut tiene un dire, problema tremendo con el on cambio aura un climático. problème énorme avec Es le un changement climatique. problema, pero C'est un una problème. Mais aussi oportunidad. une opportunité. Si el negocio no C'est es pas une malo, mauvaise chose si on generar génère des ressources. recursos nunca Ça es ne peut malo. pas être mauvais. El problema En es cuando revanche, yo no me hago on cargo aura des de problèmes mis si on ne prend pas en externalidades. charge les effets négatifs du Ese es el tema. développement. Ça y est, on est en route pour le Grand Sud. À nous la Terre de Feu. 3000 km nous séparent de la Terre de Feu. Nous allons en faire un tiers à moto et le reste en bateau. Ça crame. 1000 km au sud de Santiago, le feu dévaste la forêt, mais surtout les tourbières qui recouvrent la région. Les feux de tourbe sont les pires incendies. Ils peuvent durer des mois et sont très difficiles à éteindre puisqu'ils se propagent sous le sol.
va toujours plus vers le sud, au bout du monde, là où le ciel et la terre sont un peu plus proches. Enfin, paraît-il. C'est marrant, en étant ici, j'ai l'impression d'être sur les côtes bretonnes, et pas du tout en terre de feu. Et je m'imagine même pas que 100 km par là, plein sud, il y a la cordillère de Darwin, qui est une cordillère qui est remplie de glaciers énormes, alors qu'ici il fait beau et presque chaud. Archipel d'îles à l'extrême sud du continent américain, la Terre de Feu tire son nom de l'expédition de Magellan, qui voyait de son bateau les feux allumés par les Amérindiens. Cette vallée est magnifique. Nous sommes dans le parc naturel de Karukinka, qui couvre plus de 300 000 hectares. Avant d'être donné par une banque à un fonds de préservation de l'environnement, cet espace vierge était exploité par une entreprise forestière. Depuis quelques années, la région fait face à une série d'envahisseurs introduits par l'homme. Ce serait sympa qu'on puisse en voir quand même, non? Non, mais il faudrait que ce soit un castor qui a des insomnies, non? Ah, parce que le castor c'est nocturne? Ouais. Qui a des insomnies et qui a une petite fringale et qui sort pour les croquer un bout. Somos perdidos? On est perdu? Non. Non. Ici se trouvent les huttes de castors. Il y a des digues inactives et actives où il y a des castors. Ça ressemble à un champ de bataille ici. Cette trace est faite par un castor. On peut le voir car il jette ses copeaux vers les côtés et il laisse toutes ces traces comme des lignes. C'est ça, ça fait des copeaux de bois comme la tronçonneuse. J'aurais pas cru que ça s'attaquait à des arbres aussi grands. Hein. J'arrive pas à faire le tour. Tous les arbres que je vois là par terre, ils ont été coupés par des castors? Non, avant il y avait une exploitation forestière qui a coupé une grande partie des arbres. Et ensuite les castors sont arrivés et ils ont continué à couper le reste pour pouvoir construire des huttes et des digues. Les castors utilisent les arbres pour deux choses. Premièrement, ils les coupent complètement pour construire. Et deuxièmement, ils enlèvent l'écorce des arbres pour se nourrir. Mais les castors peuvent tuer l'environnement alors? Oui. Le premier dégât que provoquent les castors, c'est de dévier les cours d'eau. L'autre problème, c'est qu'ils coupent les arbres. On aura beau replanter des arbres ici, les castors les couperont tout de suite. À terme, il pourrait détruire toute la forêt. Le castor est une espèce qui a été introduite par l'homme. On les a introduits pour leur fourrure. As-tu une idée du nombre de castors ici? Il y a environ 150 000 castors. Et ils n'ont pas de prédateurs? Non, actuellement les castors n'ont pas de prédateurs en terre de feu. C'est pour cela qu'ils se développent très vite. La seule limite à son développement, c'est la destruction totale de son environnement. La destruction de toute la forêt. Toute la forêt. Mais qu'en penses-tu? Quelle serait la différence entre les castors et l'espèce humaine? L'homme a la capacité d'exploiter la forêt et de la replanter. Le castor aussi coupe pour ses constructions. Mais le castor, lui, ne replante pas.
no vuelve a replantar renovables. Je suis littéralement bluffé par l'ingéniosité de ces petits animaux, même si je suis un peu déçu de ne pas en avoir vu un boulotter un bout de bois. Par contre, je crois que grâce à eux, j'ai compris quelque chose. Finalement, ce qui distinguerait notre espèce des animaux, c'est peut-être notre capacité à prendre conscience de ce qu'on laisserait derrière nous. Non, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin pour se distinguer. Il faut faire en sorte que notre mode de vie, en le changeant ou en l'adaptant, puisse nous permettre de rester sur cette terre et d'arrêter de l'endommager comme on le fait. On est sur le mont Tarn qui surplombe le détroit de Magellan, mais surtout qui nous donne une vue imprenable sur la cordillère de Darwin. Et c'est aussi ici le point final de notre expédition. On a fait 5 mois de voyage, un petit peu plus de 14 000 km, Loïc, je crois que c'est ça. Et pendant cette expédition, j'ai réalisé 2 choses. La première, c'était à Sao Paulo. Je me suis rendu compte que l'eau est certes indestructible, mais son usage pour l'homme peut disparaître, surtout si elle est polluée. Et la deuxième chose, c'est à Caral. Caral, c'est une petite société qui s'est effondrée il y a un peu plus de 4000 ans. Mais son effondrement n'a eu qu'un impact local. Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, les échanges sont globaux, donc ce qui se passe ici peut avoir un effet à l'autre bout du monde. Et on sait qu'on a une empreinte sur l'environnement très forte. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que la vie, si jamais notre civilisation s'effondre, pourra-t-elle voir ou reprendre pied après nous? Et toi, Loïc? Je suis super content d'avoir fait tous ces kilomètres avec toi, et à travers des paysages magnifiques et en rencontrant des gens passionnants. J'aurais préféré le faire avec ta femme. Et je repense à cet ingénieur dans la station d'épuration de Santiago qui nous a dit qu'en période de Noël, il trouvait des polluants dans l'eau qui étaient différents de ceux qu'il trouvait le reste de l'année. Et en fait, c'est logique. Tout au long de notre voyage, on a vu des traces d'hommes dans l'eau. L'eau est un merveilleux indicateur de notre mode de vie, de notre développement et surtout de notre impact sur l'environnement. Et Darwin, qui est monté ici, parlait d'évolution. Nous, on a envie de parler de révolution. C'est un peu une première réponse, et tu la connais bien d'ailleurs, à la question que tu posais. Il faut qu'on opère une révolution mentale si on a envie que la vie reprenne pied sur Terre une fois que notre civilisation sera effondrée ou bien une fois que notre civilisation se sera modifiée.